Vous travaillez avec des clients tous les jours. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance au démarrage? C'est quoi les bonnes pratiques en 2025 à faire pour se lancer? Quand on parle de marketing digital, en fait, on revient toujours aux bases du marketing. C'est quoi mon persona? Qui est-ce que je vise? Quels sont les problèmes de ce persona? Mon produit, mon service, il répond à quel problème, à quelle problématique? Et à partir de là, on peut réfléchir comment est-ce qu'on va le contacter, mais vraiment faire cette étude de où sont mes clients. Et on parle évidemment d'export ici, se dire, mon client, il peut chercher mes produits, mes services de manière différente d'un marché à l'autre, comprendre cela, faire une analyse sémantique, c'est en partir de là, ça peut être vraiment intéressant et de dire, ok, mon marché, est-ce que ça va être le Royaume-Uni, est-ce que ça va être les États-Unis, est-ce que ça va être l'Espagne, et regarder en fonction de ça, là où il y a le plus de potentiel, là où sont les concurrents, on peut vraiment déjà avoir une bonne analyse qui nous permet d'affiner son analyse au démarrage pour se lancer avec les meilleures chances. Mais je vais complémenter en fait le point salon parce que je le trouve très malin. Déjà, je suis ultra aligné. Je pense que c'est super important en fait de cibler vers où on veut aller avant. Par exemple, de choisir un salon. Être certain que c'est un salon où il y a les bons types de clients ou de potentielles entreprises clientes ou potentiels particuliers. Et ensuite, en fait, par exemple, la prospection peut complètement aider à aller à un salon en identifiant les personnes qui seront à l'avance, les contacter avant d'y être pour booker des meetings pendant le temps du salon et donc optimiser sa présence sur place. Ou en fait, après coup, toutes les personnes qu'on a rencontrées, prendre les cartes, prendre les emails, etc., recontacter et en fait rendre le temps passé sur place beaucoup plus rentable que si on n'avait rien fait comme action. Chez Hub, on organise évidemment une 70aine d'actions à l'international, dont des missions économiques et des salons. Donc c'est multisectoriel évidemment. Donc je pense que ça peut être aussi une force de frappe que de s'associer à des entreprises qui participeraient à ces actions et les accompagner à l'international. Que by the way, moi j'ai déjà fait et qui sont top. Oh là là, Voilà. calmez-vous Ouais. dans la promo ici. Mais on peut applaudir, t'as raison, on peut applaudir, ça, on place, t'as raison. Dès qu'on place sa marque, dès qu'on place sa boîte, c'est normal. Donc bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Export Talk Show, une édition un peu spéciale. On est en studio cette fois-ci, avec des experts incroyables évidemment. Morgane, le roi de la vente. Enchanté. Ta boîte, c'est comment? Lidix. En une phrase? Lidix, on met le pied dans la porte de nos clients vers leurs prochains clients. Oh là là, très très beau. Hubert, tu vas faire mieux. Fondateur d'Universem, une agence de marketing digital depuis 18 ans. Incroyable. Toi Lorenzo, tu vois passer tous les startups partout. Oui, donc Lorenzo, conseiller à l'exportation chez Hub Brussels, qui soutient l'entrepreneuriat à Bruxelles sous toutes ses formes et ses étapes, notamment à l'international. Trop bien, donc cette émission, elle est super chouette parce que vous allez avoir des experts ici qui vont d'abord vous raconter c'est quoi en fait quand tu lances ta boîte, les premiers steps malins à faire quand t'as pas encore 200 000 balles à mettre dans le budget chez eux, quand t'es encore au début de l'aventure. Et après, on a deux invités d'exception qui vont venir. On en a un, Fred, qui vend des bonbons dans le monde entier. Il faut le dire, et Jane qui aide les plus grandes multinationales et boîtes à s'installer en Europe, et ils vont venir nous raconter déjà la réussite que représente leur boîte, et surtout nos experts, ils ont bossé un peu sur leur boîte, et ils vont leur donner des conseils, ou leur dire tiens, comment ils pourraient faire pour aller chercher plus de clients. Donc c'est une émission ultra concrète pour apprendre à réussir à l'international, donc ça va être canon, évidemment. Lorenzo, merci à Bruxelles de permettre que ce projet existe. C'est un projet qu'on fait depuis longtemps ensemble, ça marche assez bien. Merci à vous de le suivre. Et voilà, c'est parti pour une partie. Et on a évidemment un public, j'ai oublié de le dire, qui est là, me regarde vraiment avec des yeux d'amour. Je sens l'amour. Et oui, faites du bruit public. Montrez que vous êtes là. On applaudit, c'est le début. Mais oui. Voilà. Alors c'est un public qui est très très chouette, merci à vous d'être venus, c'est une première pour nous. N'hésitez pas, vous avez une question avant, pendant, après l'émission, n'hésitez pas à la poser. Donc on va commencer avec cette première partie, d'abord avec Hubert, Morgane et Lorenzo. D'abord, est-ce que vous pouvez chacun détailler un peu plus, qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien quoi? Vas-y, je t'en prie. Avec Universem, on est une équipe d'une vingtaine d'experts en marketing digital, pour aider nos clients à monter en puissance, aller chercher de nouveaux clients, que ce soit en Belgique ou à l'export. Évidemment, le digital le permet, il n'y a pas de frontières, on peut vraiment y aller très loin avec différentes expertises autour de tout ce qui est publicité en ligne, SEO, data, CRM. Vraiment réfléchir à l'ensemble des leviers pour développer une marque et attirer des nouveaux clients, des prospects. Pas mal. Dur à combattre.
Alors ce que nous on fait, c'est finalement le plus vieux métier du monde, la prospection, mais on essaye de le faire de la manière la plus moderne possible, donc au travers du digital. Et en fait, notre job, ça va être vraiment de faire le haut du funnel d'acquisition, d'aller générer des opportunités pour nos clients. Juste le haut funnel d'acquisition, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est tout simplement la partie où on va contacter des personnes qui sont pas aware, qui sont pas au courant que la marque existe ou que le produit existe, pour en fait directement les contacter et leur proposer quelque chose. Et évidemment, l'objectif, c'est de le faire de la manière la plus intelligente, les identifier au bon moment, identifier la bonne personne et en fait pouvoir se mettre en contact, un peu comme un Tinder où tu matches avec la bonne personne, tu matches avec la bonne boîte et puis après, s'il y a affinité, quoi. Incroyable. Et justement, je me lance. J'ai pas encore des budgets gigantesques. C'est quoi vos conseils un peu? Vous avez fait plein de campagnes. Juste avoir une idée, il y a combien de personnes qui travaillent chez toi? 20. Chez toi? Moi, on est 7. Pas mal. Donc tu vois, il y a l'expertise, quoi. Vous n'êtes pas le coach qui n'a pas de clients, quoi. Vous travaillez avec des clients tous les jours. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance au démarrage? C'est quoi les bonnes pratiques en 2025 à faire pour se lancer? Quand on parle de marketing digital, en fait, on revient toujours aux bases du marketing. C'est quoi mon persona, qui est-ce que je vise, quels sont les problèmes de ces personas. Mon produit, mon service, il répond à quel problème, à quelle problématique, et à partir de là, on peut réfléchir comment est-ce qu'on va le contacter, mais vraiment faire cette étude de où sont mes clients, et on parle évidemment d'export ici, se dire, mon client, il peut chercher mes produits, mes services de manière différente d'un marché à l'autre, comprendre cela, faire une analyse sémantique, c'est à partir de là, ça peut être vraiment intéressant de dire, ok, mon marché, est-ce que ça va être le Royaume-Uni, est-ce que ça va être les États-Unis, est-ce que ça va être l'Espagne, et regarder en fonction de ça, là où il y a le plus de potentiel, là où sont les concurrents, on peut vraiment déjà avoir une bonne analyse qui nous permet d'affiner son analyse au démarrage pour se lancer avec les meilleures chances. Mais pour moi, vraiment, quel est le parcours client, où vont-ils et où est-ce que je pourrais intervenir. Et je pense que c'est très complémentaire à ce que peut apporter l'IDX, où on va être là sur créer une différente porte d'entrée pour que les prospects puissent venir et contacter l'entreprise. Ok, donc revenir un peu parfois à la base, alors que j'imagine que quand tu te lances, tu as envie de courir les salons, faire le truc et peut-être de foncer, et toi tu dis, faut peut-être un peu se poser, regarder... J'ai envie de dire qu'avant de foncer, réfléchir un petit peu, prendre le temps de se faire peut-être accompagner, regarder. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles gratuitement avec des outils en ligne pour directement identifier. C'est vraiment faire le persona. Je veux dire, qui est mon persona, qu'est-ce qu'il recherche, c'est de la base pour pouvoir ensuite bien faire du marketing. Yes. Gratuitement au service public chez Hub. Ah oui. Oh, putain, c'est lui qui a le moins avant qui va en premier. Bien joué, ça, il vous a snipé direct, incroyable ça. Très très bon. Bon, regarde, je t'appelle, voilà, je commence, je me lance, j'ai pas trop de budget, bam bam. J'ai pu faire un appel similaire il y a pas si longtemps. Comment ça se passe? Mais je vais complémenter en fait le point salon parce que je le trouve très malin. Déjà, je suis ultra aligné. Je pense que c'est super important en fait de cibler vers où on veut aller avant. Par exemple, de choisir un salon. Être certain que c'est un salon où il y a les bons types de clients ou de potentielles entreprises clientes ou potentiels particuliers. Et ensuite, en fait, par exemple, la prospection peut complètement aider à aller à un salon en identifiant les personnes qui seront à l'avance, les contacter avant d'y être pour booker des meetings pendant le temps du salon et donc optimiser sa présence sur place. Ou en fait, après coup, toutes les personnes qu'on a rencontrées, prendre les cartes, prendre les emails, etc., recontacter et en fait rendre le temps passé sur place beaucoup plus rentable que si on n'avait rien fait comme action. Très très beau, donc au lieu d'arriver, j'ai rien préparé, ce qui arrive quand même parfois à des gens, on peut le dire, pas moi. Et t'arrives avec des vieux flyers ou un cookies en disant je vais faire le buzz sur le salon. Non, tu bosses avant, tu vas chercher des gens avant pour leur dire je serai là, est-ce que tu seras là? Exactement, et puis quand tu donnes tes cookies, tu demandes un email et puis tu les follow-up après. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ou alors tu distribues des pins, il paraît que ça fonctionne bien aujourd'hui. Très très bon ça. Très bien. Que ce soit pour l'aspect analyse de marché ou accompagnement d'entreprise pour la prospection, je pense qu'on peut aussi travailler en très bonne complémentarité sans se faire concurrence. Oui. Chez Hub, on organise évidemment une 70aine d'actions à l'international, dont des missions économiques et des salons, donc multisectoriels évidemment. Donc je pense que ça peut être aussi une force de frappe que de s'associer à des entreprises qui participeraient à ces actions et les accompagner à l'international. Que by the way, moi j'ai déjà fait et qui sont top. Oh là là, voilà. calmez-vous dans la promo ici. On peut applaudir, t'as raison, on peut applaudir, ça, on place, t'as raison.
Dès qu'on place sa marque, dès qu'on place sa boîte, c'est normal, c'est le jeu. Racontez-nous un peu est-ce que vous avez une sorte de client à nous raconter, quoi, qui est venu, savait pas trop quoi faire, et puis ben, voilà, vous l'avez aidé, vous l'avez accompagné, tu vois, il se passe des choses dingues. Est-ce que vraiment le marketing ou la prospection, ça peut amener des trucs un peu cool? Alors je pense que ça peut amener des trucs inattendus. Ok. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y a pas mal de boîtes qu'on ne s'attendait pas à accompagner. Typiquement, on s'était dit, nous on va faire des startups, des PME, etc. Finalement, on s'est retrouvé avec des grands groupes ou des ETI, des trucs qui font vraiment énorme, et donc ça a été assez surprenant. On a aussi bossé avec des ONG, donc en fait dans des use cases qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. Ça c'est des côtés Par assez exemple cool de la prospection. En fait, par exemple, tu peux complètement utiliser la prospection pour aller chercher des potentiels nouveaux donateurs, ou même sur une base active d'aller chercher sur une période très courte. On l'a fait en fait par exemple pour le Noël passé. Sur un mois, on a été chercher plus de 20 000 euros de dons sur une assoce qui avait une database et qui se disait on n'est pas rentré en fait dans nos budgets de l'année, est-ce que vous pouvez nous aider à relancer correctement notre communauté? Et en fait, on a réussi à exploser leurs chiffres juste sur ce dernier mois avec une bonne approche en termes de messaging. Yes. Donc, c'est la vente, c'est évidemment pas que pour les startups, c'est pas que pour les petits acteurs ou les moyens, les grands, voilà. Chacun peut, Ouais. c'est ce qu'il faut faire, c'est sûr, c'est vendre. Mais quand on fait appel à toi, ça veut dire qu'on vend pas chez soi. Parce qu'au début, on dit, tu vois, quand on démarre, il faut être le premier sales, ce machin, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas. Qu'on vend pas chez soi, qu'est-ce que tu veux dire? On dit, le CEO doit vendre, par exemple, tu vois. Et c'est quand on fait appel à toi, est-ce qu'on fait un aveu on n'arrive pas à vendre nous-mêmes et donc on fait appel à quelqu'un d'autre? Non, je pense qu'il faut d'office apprendre à vendre soi-même. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à nos potentiels clients, on est très très bon pour accélérer la croissance, on n'est pas du tout bon pour la créer. Et je pense en fait c'est correct dans tout type de marketing. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont venir en croyant un peu que c'est de la magie, en se disant ok, on va faire une campagne marketing, d'office ça va fonctionner, et que ce soit dans le marketing digital, de la prospection ou quoi que ce soit, en fait finalement c'est juste toucher plus de personnes. Si tu touches pas les bonnes personnes ou avec le bon message, ça fonctionnera pas. Donc en fait le premier c'est d'avoir identifié ça. Si tu l'as pas fait toi en tant que fondateur ou quoi, c'est compliqué d'aller l'accélérer avec des acteurs J'ai vu un externes. post, tu postais là-dessus justement aujourd'hui, où tu disais quand le client se plaint que ça marche pas la prospection, peut-être c'est parfois aussi que la solution n'est pas la bonne. Ouais, j'ai fait un post LinkedIn, tacle glissé, je t'ai vu liker, je me suis dit ça va ressortir. C'est très bon. Et, ça, et toi, raconte un peu des cas peut-être que l'on pense pas, tu vois. Là, ça fait, voilà, déjà accompagné des centaines d'entreprises, mais ce qui est toujours pour moi un plaisir, c'est de commencer avec un petit projet et puis le faire grandir. Je vais prendre une entreprise bruxelloise assez connue comme Leonidas. Ça fait 8 ans qu'on travaille pour eux. Donc, on a commencé par un petit projet SEO, puis on les a accompagnés sur la publicité, puis sur de l'analytique, sur du contenu, sur beaucoup de projets. Et c'est toujours passionnant de voir que des marques qui sont très connues et incroyables en Belgique, on peut aller les développer sur le marché français, qui est leur plus gros marché, en Roumanie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Et ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir soutenir cette croissance d'entreprise et nous-mêmes grandir avec eux. Ok. J'ai identifié la bonne personne. Donne-nous un conseil. De nouveau, j'ai toujours pas beaucoup de budget. Une action 2025 qui est intéressante à faire. Si je spoil pour après, vous me le dites, alors Non, mais je pense qu'il y a un point, quand on parle de prospection ou de marketing, c'est quel est le message que je veux faire passer. Et si on a identifié la bonne personne, qu'on a identifié grâce peut-être à cette réflexion sur le persona, quelles sont les problématiques, mais quel est le contenu que je vais lui proposer? Quel est le contenu? Et on va tester différents contenus pour voir si ces contenus réagissent, s'il y a de l'engagement de cette audience qu'on aurait identifiée ou de cette personne par rapport à ces contenus, et voir si ces contenus-là sont ceux qui sont les bons. Et puis on va tester différents messages en fonction des marchés, en fonction des cibles, et voir après si ça performe. Et si on a du contenu qui est engageant, mais ça va être valorisé avec à la fin en fait des coûts publicitaires ou des résultats qui seront bien meilleurs parce qu'en fait on répond simplement le bon contenu à la bonne personne au bon moment, et là ça permet d'avoir vraiment des taux de conversion et d'avoir l'engagement qui va mener à des résultats concrets pour l'entreprise. Top. Donc on brûle pas son budget marketing le premier jour, on a défini, on regarde le message, on teste un peu et on voit le truc, quoi. Oui, pour moi tu es toujours testé avant de lâcher. Ouais. Trop bien. Chez toi? Je vais complémenter encore parce que je trouve ça très, très, très bon comme point. J'ai eu un call aujourd'hui qui illustre super bien ça, avec un entrepreneur qui venait me dire et qui disait je me suis lancé en prospection, j'ai regardé un peu tous les outils parce qu'évidemment tu suis LinkedIn, tu vois des trucs mirobolants dans tous les sens, et à un moment tu te dis ok, qu'est-ce que j'utilise, et finalement il avait essayé de tout scaler, donc de tout faire à grande échelle, mais quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à faire fonctionner à petite échelle. Donc à un moment il m'a dit c'est vrai que j'ai envoyé des milliers de mails et j'ai jamais envoyé un mail où je savais que quand j'en envoyais 2-3 ça fonctionnait. Et en fait,
je pense que le secret, c'est la phrase en anglais de dire do things that don't scale. Commencer par des petits trucs à la mano, voir si ça prend. Ça peut être un article de blog, voir tiens, j'ai un meilleur temps de lecture là-dessus. C'est un sujet qu'on va peut-être creuser, réutiliser en ads, etc. Ça peut être de l'approche en prospection, d'envoyer des messages, voir ok tiens ça, quand je parle de ça répond un peu mieux que ça. Et puis une fois qu'on trouve en fait une sorte de début de recette magique, après on va venir scaler ça. Mais essayer de scaler trop vite, en fait, c'est la meilleure manière de cramer tout son budget marketing. Et après, de se regarder dans l'équipe le droit dans le blanc des yeux et de se dire merde, qu'est-ce qu'on a fait. L'idéal, c'est vraiment commencer step by step et tu builds sur ce qui a fonctionné. Puis après, tu vas itérer à chaque fois et trouver des nouveaux canaux comme ça. Trop bien, merci, nickel. Bah oui, on applaudit, mais oui. On applaudit, si vous êtes OK, on va s'arrêter là pour cette première partie. T'es OK, Lorenzo ? Très bien. Tu replaces un peu peut-être. Ouais, moi, je suis chaud pour le dernière replace. fois, ça nous manque un petit peu là. À Bruxelles. Très bon. Non, Ouais, c'est bien, non, c'était nickel. Si je dois rebondir sur l'aspect marketing digital, chez nous, en interne, évidemment, on a toute une équipe d'experts en marketing digital qui peuvent également accompagner les boîtes, non seulement sur le territoire régional bruxellois, mais aussi à l'international. Notamment une collègue, je pense que tu connais pour un Yes. autre podcast. Voilà. Concurrence aux Les- boîtes privées, quoi. Les vraiment. followers comprendront. Ouais. Les followers comprendront, très bon. Nickel, génial. Maintenant, on va s'attaquer, cher public, chère audience, à la deuxième partie. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Pour Jane, évidemment. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, je viens de prendre une montre. Tout ça sera monté, il y aura une musique de fou quand t'arrives, tu vois, t'inquiète, Yeah. hein, ça va être un truc comme ça. Donc, Jane, toi, t'as vraiment une boîte incroyable, on le savait déjà pendant le call, mais après, tu nous as encore pitché une façon qu'on n'a même pas vu là avant l'émission. On a même eu envie de quitter le plateau et tu te laissais parler, on va rester quand même. C'est Jane, gentil, merci. qu'est-ce que tu fais ? Je commence par où? Alors, pour la boîte, donc je suis avocate. Vous allez entendre le petit accent d'origine canadienne. Et puis, j'ai fondé une boîte en 2018 qui est très, très, très niche. Donc, je dis toujours que c'est le mot à 4 lettres le plus détesté en Europe, GDPR, RGPD. Yes. C'est toi ? Non. C'est un article du GDPR. Ok. Donc, toute entreprise hors Union européenne qui offre des produits ou des services en Europe ou qui surveille le comportement des personnes en Europe via des cookies sur les sites Internet qui servent au marketing. Et si l'entreprise n'a pas d'établissement en Europe, elle doit nommer un représentant qui est le point de contact entre sa boîte hors Union européenne et tout ce qui se passe en Europe. Et c'est ce qu'on fait. On agit comme représentant dans l'Union européenne pour les boîtes à l'extérieur de l'Union européenne. Trop bien. Ouais. Et donc, il y a des clients qu'on ne peut pas citer, mais que tout le monde a sur son téléphone. Des plus petits aussi. Là, tu travailles avec un peu tout type de clients, quoi. On a vraiment tout parce que c'est une obligation légale. Donc, toute entreprise qui fait des affaires avec l'Europe doit nommer un représentant. Donc, on a des boîtes d'une personne Silicon Valley aux États-Unis, compagnie aérienne en Nouvelle-Zélande, grosse boîte tech, vraiment de tout et de tous les secteurs, de toutes les tailles, partout dans le monde. Trop bien. Pour l'instant, ton chiffre d'affaires, tu dirais, il est réparti comment ? Les répartis comment Oui, par rapport Europe, États-Unis, tu vois tous les clients sont hors Union européenne, donc Oui. c'est partout. Je dirais que 52% des clients sont aux États-Unis. Après, on a Canada, Israël, Corée du Sud, Australie, et tout le reste après un peu Incroyable. partout. Et alors, Hubert et Morgane, vous avez été briefés. On vous a demandé, mais tiens, exactement. On a un peu décrit toute la boîte à nos experts et on vous a demandé, tiens, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez derrière son bureau avec elle pour l'aider à scaler. Je vous écoute, qui a envie de commencer ? Je peux me lancer. Déjà, moi, j'ai commencé par un peu creuser sur l'aspect data, comment identifier en fait les boîtes. J'imagine que tu vas pouvoir complémenter mes idées parce que J'espère. tu dois avoir une vision extraordinaire du marché. Mais donc, je pense que le premier point sur l'aspect prospection qui est intéressant, eh bien, c'est de partir finalement sur un trigger de contact. Alors, c'est quelque chose... Un trigger de contact ? Ouais, un trigger marketing. Donc, en fait, historiquement, la prospection, on faisait beaucoup de... On envoie à toute entreprise qui rentre plus ou moins dans le cadre de ce qui nous intéresse. Ça fonctionnait il y a une dizaine d'années super bien, un peu moins il y a 5 ans, encore moins il y a 2, et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout.
Donc, un des moyens clés de pouvoir rentrer en contact à froid, qui est le concept de la prospection, en fait, c'est de pouvoir rentrer en contact avec une sorte d'icebreaker ou d'excuse de contact. Je vous contacte parce que ceci, parce que j'ai vu cela, parce que j'ai identifié cela. Et généralement, avec une bonne compréhension de la situation de la personne, ça, de ce que j'ai compris, tu l'as. Et avec une très bonne solution, ça aussi, tu l'as. Donc ça, c'est parfait. Et je pense qu'un des très bons points, en fait, c'est de commencer par identifier toutes les entreprises qui vont finalement avoir cette activité, donc être basées à l'étranger, avoir une activité en Europe. De ce que j'ai pu voir, il y a certains registres des numéros de TVA qui sont actifs pour l'Europe, qui peuvent être éventuellement scrapés. Ça peut être trouvé sur le site web dans... Scraper, c'est Oui, on est d'accord. Mais t'es ouf ou quoi, toi? T'as pas compris son boulot? Tu peux pas faire. Mais tu peux scraper un site web qui est public, il n'y a aucun souci. Ok, d'accord. Le RGPD, je le connais quand même un si minimum. ce sont mais... des données non personnelles. Oui, mais Eh dans, oui, dans pour le tous les reste, cas, je me le prononce site pas. web, c'est l'entreprise. Donc, tu peux aller chercher les informations sur le site web puisque c'est identifié comme information publique. Non. Vas-y, oh, ça, Ah, j'adore. Je suis curieux d'être challengé, vas-y. Attends, juste on va appeler la police. Vous pouvez revoir la fin de l'émission. Vas-y, tu peux aider ces jeunes start-upers qui vendent ces services illégaux Oui, à plein de clients. voilà. Alors, monsieur le droit chemin. Je Il y a- fermais il y a ma boîte la demain. question légale, la question, question légale, la question éthique, tout ce qui est données personnelles, en tout cas, on peut pas. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un, il y a un nom, il y a une personne, il y a des personnes qui sont affichées dans la section About Us sur les sites Internet, on peut pas aller chercher les informations et écrire à ces personnes. Ça, on peut pas. Non, moi je parle Oui, après, toi, tu parles de d'identifier les entreprises qui les ont un numéro de entreprises, TVA. un numéro de pour TVA, l'Europe. ça c'est, oui. Ouais. Ça c'est pas données personnelles. Je m'y connais moins dans ce qui est pas données personnelles, mais le scraping en tant que tel, au niveau européen, n'est pas vraiment accepté. Ok, donc sur un site web, il y a une adresse email Ouais. de Uber@universem.be. Ouais, non, on peut pas faire ça. Sauf si l'adresse est générique. Si c'est info@ ou des trucs comme ça on peut faire. Ton Mais business qui va si, s'écrouler. Et le mien aussi. Non, mais là. si c'est numéro TVA, des trucs, on peut aller chercher des informations, écrire à l'adresse info@, etc. C'est le mot scraper, ça dépend comment c'est fait, si c'est fait avec des bots ou des trucs comme ça, des Ça peut robots. faire des bots. avec les yeux et les mains. Ouais, voilà, ça dépend comment c'est fait, voilà. En fait, l'idée, c'est tout simplement de finalement venir identifier toutes ces entreprises Ouais. qui ont déjà soit un numéro de TVA qui est actif pour l'Europe, soit par exemple qui vendent déjà au travers de plateformes. Je prends l'exemple de boîtes qui vont pouvoir vendre sur des plateformes comme Amazon ou quoi, et qui vont s'adresser à l'Europe alors que leur HQ est à l'étranger. Ouais. Et en fait, pouvoir les contacter en disant, ben voilà, j'ai identifié que vous adressiez au marché européen pour telle ou telle raison, soit parce que vous avez un numéro de TVA, soit parce que vous avez potentiellement un autre bureau, etc. Et en fait, venir les contacter avec cette excuse de contact-là. Déjà, ça, je pense que c'est un premier point important. Et ensuite, il y a vraiment l'aspect, je dirais, dans la prospection, qu'on voit beaucoup comme erreur, qui est le fait de jouer sur les choses anxiogènes. Typiquement, tu disais tout à l'heure en off, c'est une obligation légale, certes, mais en fait, si on vient approcher les personnes à froid en disant c'est une obligation, c'est quelque chose qui doit être fait, donc on va travailler ensemble, c'est un peu brut de Ouais, décoffrage. c'est un peu agressant. Et ça marche pas? Ça marche pas des Non, masses, ça non. marche pas. Le pire, c'est ceux qui essayent en cybersécurité à mettre le stress de dingue Ouais, pour ouais, qu'on paye ouais. un service. Ça marche pas du tout. Parce qu'en Ouais. fait, la personne qui te fait peur, c'est pas celle que tu as envie de payer pour avoir moins peur. Ah ouais, correct. Malin, ça. Donc, le top, en fait, c'est plutôt de venir en mode, c'est peut-être pas le sujet que vous avez le plus envie de parler ou le plus sexy, mais par contre, ça peut être ultra intéressant pour tel et tel point. Je rebondis sur la vidéo que tu as fait sur LinkedIn, que je trouvais très chouette, de voir le côté positif et l'opportunité qu'il y a derrière. Et en fait, tu mets ça en avant dans ton message. Le tout sous un truc très court, et ça, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Mais je pense que l'important, c'est d'identifier un premier trigger. Et puis après, évidemment, comme on a dit au départ, ça peut être sur base de choses complètement concrètes, genre des salons, sur base du réseau actuel, identifier dans ton réseau LinkedIn quelles sont les personnes qui sont dans ces entreprises-là déjà. Même pas spécialement décisionnaire, mais dire, mais tiens, est-ce que tu peux m'introduire à la personne qui gère ce sujet-là et build up à partir de là. En fait, il y a pas mal de manières de rentrer, et je pense que ce qui est intéressant, on revient à faire des choses qui fonctionneraient bien à la main, mais à un moment, comment est-ce qu'on peut processer le truc de manière plus industrialisée? Si je peux, hein. Au niveau du réseau, pour nous, en tout cas, c'est super important parce que quand j'ai commencé, personne ne connaissait cette obligation légale. On l'appelait l'obligation oubliée. Pardon. Et donc, moi, comme je suis toujours avocate, j'avais un réseau de
collègues, de confrères, de consoeurs, des cabinets d'avocats un peu partout. Et eux ne voulaient pas faire ce que je fais parce que c'est trop risqué. Alors, ils faisaient tout le reste, ils font tout le reste. Et quand ils ont besoin d'un représentant, ils nous réfèrent. Donc, c'est vraiment le réseau et de cabinet en cabinet en cabinet. Et maintenant, les cabinets d'avocats, on devient la source de référence parce qu'ils ont besoin de nous. Mais c'est vraiment au sein de ce réseau auquel j'appartenais déjà. Yes. Donc toi, c'est le cabinet d'avocats, c'est sûr. C'est là qu'il sera intéressant d'aller chercher plus de cabinets d'avocats, de faire connaître auprès d'eux pour... Oui. Et peut-être un petit truc, on parlait de LinkedIn, on a commencé un truc, nous, au tout début, on se disait, on cherchait des nouvelles et les gens nous appelaient ou des clients nous demandaient, on n'est pas en Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe? Est-ce que vous pouvez nous garder au courant des développements, des nouvelles? On a dit, on va faire une petite revue de presse pour vous et on va choisir un article maximum écrit il y a 24 heures, vraiment des nouvelles, et on va publier, on s'est fait une petite page LinkedIn, on a commencé comme ça, et on est à 71 000 followers. Ah oui. Okay. On partage des nouvelles qu'on n'écrit pas. On fait juste faire une revue de presse, de revue de ce qui se passe dans le monde au niveau tout ce qui est digital, services numériques, données personnelles, etc. On publie des nouvelles et ça crée des interactions et pouf. Donc, je recommande toujours aux gens de faire ça dans leur domaine, d'essayer de sortir du lot en publiant sur leur page LinkedIn et personnelle et d'entreprise. Trop bien. Hubert, Oui. t'as regardé ça, t'as tout scanné. Tu ne seras pas le mot scrépé. Non, j'ai compris que c'était un peu difficile. Non, ce que j'ai regardé en amont, c'est de me dire, OK, on parle d'un marché de niche, donc GDPR, représentative en anglais. Ouais. Et je regardais ce terme de cela, il y a environ 2500 personnes par mois qui le tapent dans le monde. Je dis, tiens, c'est déjà, est-ce que c'est niche ou pas niche? Après, on dit, c'est le monde entier en anglais. Je regardais, c'est environ 800 à 1000 en Angleterre, juste de l'autre côté de la Manche, 700 à 900 aux USA ou une centaine en Suisse. Donc, il y a différents marchés. Par rapport à cela, on peut déjà identifier, OK, c'est des volumes qui sont intéressants, mais avec une concurrence démentielle. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents pour IDPO et donc les coûts par clic, ça va être 3, 4, 5, 10 euros pour avoir une personne qui vient sur son site, ce qui est souvent très très cher pour un service qu'on va vendre quelques centaines d'euros par mois. Et donc, comment est-ce qu'on peut revenir en amont de cela? Parce que ceux qui vont faire cette recherche, je pense que tu parlais de trigger ou de déclencheur, se dire quelqu'un qui va chercher le GDPR représentatif, qu'est-ce qu'il va faire l'étape juste avant? Est-ce qu'il va créer son entreprise? Est-ce qu'il va demander des conseils? Qu'est-ce que je dois faire comme obligation légale, par exemple, sur l'Europe? Et créer ces contenus est une bonne approche. Et en effet, j'avais vu que la page LinkedIn est super active, super positive. Et donc, continuer à relier ces contenus pour qu'on devienne une référence pour ces obligations légales liées à l'Union européenne dans la niche GDPR, data, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir essayer de dire un step en amont. Ça prend plus de temps, ça demande de développer cette notoriété, mais derrière, on peut plus facilement récolter les fruits quand il y a le besoin précis de dire « Ok, j'ai ça », ou que quand quelqu'un va penser « Tiens, qui peut faire ce service ?» on puisse y arriver. Et donc oui, c'est stratégie de partenariat aussi avec les avocats. Peut-être, je ne sais pas si tu as déjà développé des newsletters spécifiques pour ces apporteurs d'affaires, ou ceux qui vont recommander IDPO, et pour dire, tiens, pour ces éléments-là, voilà, il y a des nouveautés, voilà une cas de jurisprudence, quelque chose, on va avoir une communication qui va être très spécifique pour ces apporteurs d'affaires, pour que, en fait, entretenir la relation, pour qu'ils se disent, même de manière très indirecte, qu'au moment où ils ont une entreprise qui va s'implanter en Europe, ils pensent à ton entreprise, et ça demande des échanges, du contenu, une veille, mais que tu vas faire de toute façon pour ton entreprise et la partager avec le plus grand nombre, ça aide avec ce ciblage en fonction de la bonne audience, toujours, c'est ça la clé. Oui, on a lié ça, c'est tout à fait juste. On a lié la partie LinkedIn qui sert de nouvelles en disant comment on lit ça à notre site Internet. Donc, on écrit aussi ce qu'on appelle des white papers ou des blogs ou des trucs comme ça pour un peu attirer plus niche dans des secteurs variés ou, par exemple, dans le domaine de la santé où des données sont tellement sensibles qu'ils font vraiment attention à être conformes avec tout ce qui est législation européenne. Donc, ils n'ont pas le choix de nommer un représentant. Donc, on target vraiment ceux qui ont plus de sensibilité aux législations européennes. Ouais. Peut-être une autre idée, je voyais le site était en anglais et français. C'est peut-être les langues que vous servez, mais il y a des recherches qui peuvent venir
partout. Peut-être qu'il y a d'autres langues qu'on pourrait développer sur le site pour que quand ils vont faire une recherche, on puisse être présent, que ce soit en espagnol, en chinois, en japonais, un peu toutes les langues. Après, il faut voir si vous pouvez les servir. Mais c'est pour moi une opportunité d'être présent au moment dans ces parcours clients. Ils vont faire des recherches comme à tout moment, ils vont chercher et trouver potentiellement l'entreprise dans leur langue natale. Excellente idée, on y pense depuis 6 ans. Je dirais que l'IA le permet plus facilement. Après, on est des sujets très très sensibles, donc il faut bien relire, etc. Mais c'est parce que traduire les pages et les termes juridiques sont perdus un petit peu dans la traduction. Dès qu'on change un truc, il faut changer dans l'autre langue. Et donc, c'est beaucoup d'entretien. Et après, on ne maîtrise pas. Le français, ça va, c'est ma langue maternelle. Mais le chinois et tout le reste, c'est un peu plus difficile, plus challenging. Ah, oui. Voilà, mais excellente idée, merci beaucoup. Génial. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? On souhaite beaucoup de croissance parce qu'il y a 2 nouveaux produits qui vont arriver sur le marché. Donc, l'intelligence artificielle, une nouvelle législation là-dessus. Et il y a une autre législation qui s'appelle Data Act. Les 2 requièrent un représentant. Et donc, on espère faire une belle croissance avec l'entrée en vigueur de ces deux textes. Donc, toi, tu es la seule personne en Europe qui se réjouit de la régulation. Qui se dit, yes, ça va réguler. Jen est là. Mais j'ai toujours dit que la raison fondamentale pour laquelle j'ai créé cette entreprise, c'est pour pas que la réglementation européenne soit un obstacle au commerce international. Oh là là, allez là. Très très beau. Merci beaucoup Jane. Merci beaucoup pour ta venue. Merci aux experts évidemment. Mais je peux rajouter un petit truc parce que je trouvais ça très intéressant, l'aspect white paper et l'aspect site web. Mais typiquement, on en parlait juste avant en off, l'aspect CRM. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être très intéressant aussi parce que c'est magnifique d'avoir développé finalement une visibilité aussi importante sur LinkedIn avec les news. Et si en fait ça drive du trafic sur le site web sur des sujets clés, par exemple niche, sur le médical ou quoi, eh bien ça pourrait être très intéressant dans la présentation des white papers de demander les données de contact pour pouvoir en fait cibler après les informations envoyées à ces personnes-là en disant tiens, vous étiez intéressé sur tel sujet précis et en fait continuer à informer jusqu'au moment où finalement l'entreprise arrive dans le moment de décision de se dire ok, là on doit passer par un représentant. On doit vraiment choisir et de rester top of mind. Et donc, être certain de pouvoir les retoucher avec leur accord, évidemment. J'allais dire, parce que c'est ça le Exactement. S'ils s'inscrivent sur le site web, il n'y a pas de risque. Oui, ils doivent s'inscrire, donc ils doivent aussi, parce qu'ils s'inscrivent à une newsletter, et si on veut leur envoyer autre chose, il faut avoir leur autorisation. Donc, vous êtes bien placé aussi pour savoir que RGPD, c'est un peu difficile. C'est vraiment incroyable. On te fait venir comme experte à une prochaine émission, et les startup pitch qu'elles font déjà, tu dis chaque fois, non, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Je vais leur dire comment elles peuvent. Oh, fort en marketing, alors allez. Merci beaucoup, Jay. Merci beaucoup. Est-ce que vous imaginez que ça peut être aussi marrant de des pairs, toi? C'est ça? Que t'as la bonne personne, et voilà, on fait un truc ici incroyable. Et maintenant, place au Coriace. Place à un entrepreneur qui a tout vu, qui a tout fait, qui a parcouru le monde entier. Il a un produit incroyable, unique sur le marché. Il en vend des centaines de milliers par mois en Belgique. Il vient signer un énorme contrat en Inde. Bienvenue à Fred, évidemment, le CEO de YOLO. Oh là là. Voilà, comme ça tu peux. On va évidemment le montrer à la caméra, Fred, ou sinon je sais que je meurs avant la fin de l'émission. On a déjà goûté, on n'est pas payé, c'est délicieux. Pas payé pour le... je déchire la boîte comme un sac évidemment, mais je voulais un peu montrer. Fred, raconte YOLO, comment, pourquoi Pourquoi, comment YOLO a été créé donc il y a 6 ans maintenant. Seulement, basé sur 20 ans d'expérience de vente de confiserie, une connaissance du marché, un réseau de distribution et sur le fait de bien connaître les concurrents, la concurrence et surtout de savoir ce qui manquait sur le marché. Et en fait, on a créé avec mes associés la seule marque de bonbons de qualité premium. Pur produit d'impulsion, mais en surfant sur les allégations que sont vegan, sans gluten, sans gélatine, et on a ajouté en 2024 une 4e allégation qui est le sans sucre. Et on est la seule marque au monde à avoir ces 4 allégations qui correspondent à des envies, des besoins des consommateurs et de nos clients partenaires retailers.
Incroyable. Voilà. J'ai un peu défoncé ta boîte sans faire exprès pendant que tu parlais. Je demande à notre réalisatrice de vraiment zoomer à fond sur Fred qu'on voit pas que je démonte évidemment ce magnifique produit. Donc trop bien, tu reviens d'une mission en Inde. Oui, Ça s'est très bien passé. pas mal. Tu nous disais, ton business est un business de volume, les marges ne sont pas énormes, et donc il faut vendre beaucoup pour s'y retrouver. Et donc c'est un des gros objectifs pour toi là maintenant, c'est que ça marche, des très gros clients maintenant te font confiance, tu viens de signer en France, en et tout, enfin, voilà, les choses accélèrent à fond. Pour ceux qui te connaissent, on le sait, tu es un fonceur, tu n'acceptes pas une porte fermée, tu y vas et tout. Mais on a quand même demandé à nos experts ici de regarder qu'est-ce que tient. Je peux rajouter juste une petite chose. Tu disais justement que on travaille en tant que fabricant de bonbons avec des petites marges, qu'un pays comme la Belgique, forcément 11 millions d'habitants, ne suffit pas à avoir un modèle économique qui est viable. Et donc, on est obligé de se tourner vers l'export. Et très rapidement, nous, en tout cas, on s'est tourné vers Hub Brussels. Et qu'on a travaillé de manière extrêmement serrée pour... en partenariat avec les conseillers économiques dans les différents pays. On identifie avec eux les retailers et eux nous aident pays par pays, au-delà des missions et au-delà des salons qu'on fait, à pouvoir targeter et avoir les rendez-vous avec les bons retailers. Et donc, c'est aussi grâce à Hub Bruxelles qu'on a en moins de 6 ans qu'on est maintenant présent à l'export dans plus de 15 pays. Allez là! Lorenzo, On l'a pas payé non plus. Donc tu n'as plus rien à dire, j'ai fait pour toi. très très bien ça. Je sais plus qui a commencé avant. C'était toi? Vas-y, arrive. Yes, il y a des super mascottes, un packaging qui a été très bien travaillé et une présence en ligne très réduite. Je dirais même très réduite. J'ai pas vu de site web dédié à la marque. Il y a un site parce que vous avez plusieurs marques. Et je me dis, tiens, quelqu'un qui cherche plus d'informations parce que les consommateurs, ils ont ce petit packaging, ils ont une masse de texte ici, mais ils veulent en savoir plus sur ces promesses qui sont vraiment top du produit. Comment en savoir plus? Avoir un site web avec ce ton décalé, ces belles mascottes qui ont été créées. Avoir aussi peut-être une présence sur les réseaux sociaux. Je me dis, tiens, on a des produits qui sont vraiment... top, on peut vraiment être présent sur TikTok, sur Meta, sur les plateformes qui vont vraiment pouvoir toucher les consommateurs. Et l'intelligence artificielle permet d'être beaucoup plus créatif avec des coûts de production qui sont vraiment très réduits maintenant. Donc ça, c'est une réflexion. On me dit comment amplifier encore le côté... voilà, on sait dans votre secteur, hein, toute la distribution, c'est être présent aux bons endroits, c'est ça qui fait la clé. Mais comment est-ce qu'avec une bonne communication, amplifier les distributeurs à regarder, on a une telle communauté, ça réagit, ils ont envie d'avoir vos produits dans tel pays. Ça peut vraiment avoir un impact, je pense, complémentaire pour faire communiquer auprès des consommateurs finaux. Réflexion, est-ce que vous avez déjà envisagé ou compliqué avec les marges sur le produit? Alors, forcément, quand on monte une start-up avec les moyens de 4 associés qui travaillent sans financement, on doit faire des choix. Donc, on a fait des choix et effectivement, on n'est pas bon. On n'est pas bon sur ce segment-là. Et si, en résumé, je peux dire que, et en toute humilité, je pense qu'on a une excellente connaissance de nos partenaires retailers, donc ils sont identifiés, on les connaît bien, on sait comment les targeter. Je pense qu'on souffre énormément d'un manque de connaissance de nos consommateurs, des consommateurs qui achètent. Ça, c'est vraiment... Et si on a cette frustration de ne pas connaître, donc ça, c'est une demande que je fais aux experts, de savoir comment on pourrait mieux identifier, connaître nos consommateurs. Pourquoi un consommateur dans un magasin, quand il fait comme ça, pouf, il vient nous chercher. Et ça serait intéressant comme argumentation, à mon avis, pour défendre ça auprès des futurs retailers à qui on pourrait parler, pour dire, voilà, on a identifié, et voilà pourquoi, en plus de ce qu'on a réussi à faire, et qui est déjà pas mal, un beau packaging, de la qualité, des allégations que les autres n'ont pas,
de savoir pourquoi le consommateur. Alors on a des idées, mais c'est que des idées et c'est pas scientifique, c'est pas mathématique, c'est pas fiable, c'est que du feeling. Et on aimerait bien avoir des confirmations de nos feelings ou alors justement apprendre beaucoup de choses. Pour savoir encore mieux comment aller vers ce consommateur, faire du brand awareness et avoir de l'argumentaire par rapport à nos clients retailers. Voilà. Alors moi je suis spécialisé en B2B, donc je ne vais pas pouvoir répondre à une question purement B2C, GDPR, je n'y vais pas, mais je peux quand même donner peut-être une piste. Juste, je trouve que c'est un très bon point, cet aspect comprendre le consommateur. Déjà, dans ce que tu nous avais dit avant, il y avait quelque chose qui était très intéressant, qui était finalement que c'est un produit que tu vas prendre en plus, qui va augmenter le panier chez un retailer, parce que c'est près de la caisse, tu te dis, allez, je vais prendre un petit paquet de bonbons ou quoi. Donc ça, c'est déjà un point qui est très positif, je trouve, pour le vendeur, de mettre ça en avant. Et puis après, il y a vraiment cet achat impulsif qui à mettre en avant aussi. Je pense que en fait, ça vaut clairement le coup d'aller chercher de la data pour avoir un chiffre clé pour mettre ça en avant. Mais en fait, l'argument, il est déjà trouvé. Je trouve que ça, c'est l'argument sur lequel il faut aller chercher de la donnée pour pouvoir plus facilement le mettre en avant auprès des revendeurs. Et après, je rejoins le côté branding en ligne. Tu as un super réseau, c'est déjà extraordinaire d'avoir un social proof comme tu as pour aller contacter des autres vendeurs en disant en fait on est déjà là, vous les connaissez tous, vous nous avez déjà vus, donc en fait parlons-en, ça c'est extraordinaire. La plupart des gens, des startups n'ont pas cette chance, mais je pense que si tu veux aller sur des nouveaux marchés, des nouveaux pays, ben en fait avoir une petite présence en ligne, et ça ne doit pas être quelque chose de surtravaillé. Je ne pense pas qu'il faut avoir une page TikTok avec 250 000 vidéos, etc. Juste un site web sympathique où on voit cette mascotte, où on voit en fait les avantages innovants de ton produit, parce que ton produit il est top, des bonbons qui sont végétariens, qui sont accessibles pour différents types de communautés, qui sont faits en fait d'une manière qui se fait pas autrement sur le marché, ça vaut en fait d'avoir ce message qui est mis en avant sur un écran, où dès qu'on tape la marque on le trouve, et surtout dès que tu contactes quelqu'un de nouveau, ben, si lui il tape vite fait sur Google pour avoir des informations, il va se dire ok en fait ce truc il est innovant, il est différent, il me le faut dans le magasin. Et je pense que c'est juste pouvoir réussir à appuyer cette différence qui est clé, parce que tu as un produit qui est déjà très différent. Il faut juste souligner cette partie-là du message, quoi. Merci, intéressant. Et moi, je veux bien que Jane nous fasse des nouvelles aussi pour ma page LinkedIn, pour avoir 70 000 followers à chaque fois que je Il est comme ça. Il est comme ça, Fred. Il prend. Toi, le marketing, ok. Toi, tu vas faire ça. Je dis bravo, quoi. Je suis impressionné et jaloux. Non, pour moi, par rapport à ceci, pour moi, les réseaux sociaux peuvent être utiles pour amplifier la distribution. Et voilà, j'avais déjà vu plusieurs études qui disaient que avoir une grosse marque avec une bonne distribution va faire qu'on va avoir encore une amplification des ventes très forte. Donc ça, c'est pour moi un des challenges pour faire passer YOLO encore à une autre étape, c'est comment est-ce que j'ai développé ma marque, la faire connaître, et les réseaux sociaux sont, avec une bonne dose de créativité, je suis d'accord qu'il ne faut pas vouloir tout de suite avoir 3 posts par semaine, non, on peut y aller simplement, et ça va, avec cet angle de créativité lié à la performance, on peut avoir de vraiment belles approches qu'on peut avoir pour ça, et ça peut aussi être une source d'information très intéressante sur vos consommateurs. Et donc, on peut organiser des concours, on peut avoir des éléments, on peut dire, tiens, faites une photo en magasin, qu'est-ce que vous regardez, demandez des questions, pas toutes les semaines, mais se dire, ok, je vais donner de la créativité, parler de mon produit, parler avec un angle d'attaque un peu fun, et puis à certains moments, je vais pouvoir aussi en retirer de l'information pour moi et pour pouvoir alimenter mon pitch commercial, la manière de toucher les bons retailers qui vont distribuer vos produits à travers le monde. Nous, on n'arrête pas de nous dire que notre produit, que YOLO est formidablement TikTokable. Voilà, est-ce que c'est... alors, il faut vraiment qu'on réussisse à s'entourer parce que c'est pas raisonnable, vu mon grand âge, de parler de TikTok. J'y connais rien, j'y comprends rien, je sais pas comment ça fonctionne. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est plus pour moi, quoi. Non, mais il faut, très sincèrement, il faut qu'on s'entoure. Pour pouvoir s'entourer, il faut passer un step. Et le step, normalement, devrait être 2025, qui devrait être, parce que c'est la prochaine question de Thierry, quoi, pour cette année, l'année de... Donc, je fais les questions, les réponses. Ciao. L'année de la maturité, l'année du break-even. Youpi. Tout le monde sera content. Et, j'ai envie de dire YOLO. Pardon. Nouveau produit.
Le youpi après le YOLO. Ouais, youpi YOLO. Donc voilà, après on peut effectivement penser à faire des choses qu'on n'a pas eu les moyens de faire jusqu'à présent, quoi. Donc au départ, c'est vraiment ça, on fait avec des bouts de ficelle. Et je crois que avec les ficelles qu'on a fait, venir challenger des marques centenaires, des Haribo, des Lutti, qui sont des mastodontes qui appartiennent à des multinationales, arriver comme ça, 4 Gugus autour d'une table qui un jour décident, tiens, et pourquoi pas nous, et 3 ans après, on est rentré dans le... après le lancement, on est rentré dans le classement Nielsen, dans le top 25 de toutes les confiseries vendues en Belgique et au Luxembourg. C'est assez incroyable. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, c'est assez incroyable. Et là, d'être dans 15 pays, en moins de 6 ans, c'est... Voilà. Et beaucoup d'humilité, c'est incroyable aussi. Voilà, non, et... Allez, mais oui! Quand c'est bien, il faut le dire, quoi. Et c'est encore une fois, c'est pas que moi je parle, mais voilà, il y a toute une équipe derrière, il y a des associés, il y a du back-office, il y a du stock, voilà. Il y a des bons partenaires comme à Brussels. Il y a des Peut-être qu'on l'ait pas encore partenariats. dit, ça. Non. Peut-être qu'on l'ait pas encore dit, ça. Non, c'est vrai. Il y a peut-être une chose que j'ai... Non, mais Bruxelles a été déterminant. Et il y a un autre partenaire dont je n'ai pas parlé qui est déterminant, qui est venu très très tôt dans la boucle, c'est qu'on a fait une rencontre. Voilà, des fois la vie est bizarre et faite de rencontres. Et RTL est venu nous voir, le groupe RTL, et RTL a décidé de faire un case de YOLO. Ils ont flashé sur la marque et ils ont décidé de faire du média pour equity. Et donc on leur a cédé des parts contre un budget publicitaire. Une grosse enveloppe qui est le plus gros partenariat entre un média et qui plus est avec le premier groupe de médias européens et une marque de confiserie. Donc on a des budgets grâce à eux, grâce à ce deal plus important que Haribo en termes de... Et donc si vous regardez les chaînes de RTL, de TF1, parce qu'ils ont la régie aussi de TF1, on est régulièrement sur leur antenne, les spots passent. Et ils ont un bureau européen qui chapeaute 10 pays. Et donc, on peut proposer aussi dans certains pays des partenariats. C'est ce que je suis en train de faire, contre des exclusivités et contre de la présence dans l'ensemble des réseaux. Alors, à ce moment-là, c'est le bureau européen qui vient négocier, parce que ce n'est pas notre métier, on n'y connaît rien, des enveloppes publicitaires pour pouvoir faire des spots sur A13 Media en Espagne, La Rai en Italie, voilà. Si je peux me permettre quand même de remercier Fred pour les compliments, ce n'est évidemment pas mon travail, parce que c'est le travail de tout Hub et tout l'export. Et comme le dit le nom, YOLO, You Only Live Once, j'ai l'impression que Fred est un épicurien qui se retrouve devant son paquet de nounours, qui cueille un nounours rouge et le lendemain un vert. Le vert, c'est RTL, le rouge, c'est Hub, le jaune, c'est vous deux. Et voilà, comme ça, toutes Tout le monde est les content. collaborations naissent un peu... Mais on est obligé de travailler en collaboration. Seul, on n'est rien. Oh là 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 là, allez, on applaudit ça, allez. Et comme on dit, seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, et c'est parti. On prend un jour à pêcher, ouais, ok. Merci à tous pour cette expertise qui a été partagée. Merci aux entrepreneurs, merci à Fred, merci à Jane qui est venu évidemment parler de son entreprise incroyable, de boîtes incroyables. Merci à vous deux évidemment qui êtes venus, qui avez bossé le soir, tard, regardez pour se renseigner un peu sur les boîtes pour les aider un peu à avancer, donner des tips et des tricks à l'antenne. Merci à eux, merci à Lorenzo évidemment d'avoir permis. De pouvoir organiser ce genre de projet-là. Merci à vous, on se retrouve sur les réseaux. Un truc à vous dire, entreprenez. Vous voyez qu'il y a plein de gens pour vous aider. Vous voyez bien que les réseaux, ça marche. Donc allez-y, on fonce. À la prochaine. Salut, au revoir. Au revoir. Merci.